Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, Mesdames et Messieurs les journalistes, bienvenue à ce point de presse qui fait un point d'honneur aujourd'hui au ministère des Infrastructures. Mesdames, Messieurs, dans un premier temps, nous allons recevoir le ministre des Infrastructures qui va nous entretenir sur la mise en œuvre des travaux IMO, les grands chantiers d'entretien de bitumage des routes, les défis de la gestion du secteur des transports et bien entendu d'autres actualités du secteur. Après quoi, Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, interviendra certainement sur des questions d'actualité. Le chômage et le sous-emploi, notamment des jeunes et des femmes, constituent une préoccupation majeure de son Excellence, M. Blaise Compaoré, président du FASO. Je voudrais également rappeler que le chômage et le sous-emploi, notamment des jeunes et des femmes, constituent une grande préoccupation parce que simplement, c'est la frange la plus vulnérable, c'est la frange la plus nombreuse de notre population. Et il est important qu'à ce niveau, des actions fortes puissent être engagées. C'est ainsi donc que Son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a instruit le gouvernement pour le lancement depuis 2011 du programme spécial de création d'emplois PSCE, dont la mise en œuvre se poursuit depuis lors avec satisfaction. Dans le cadre de ce programme, mon département est chargé de la mise en œuvre de la composante action en faveur des jeunes déscolarisés et non scolarisés. Cette composante comprend la réalisation des travaux IMO, objet de votre question, la formation des jeunes à la conduite polyvalente des engins de bâtiments et de travaux publics. Nous pouvons dire que l'opération a été lancée effectivement en fin 2011, avec le recrutement en début 2012 de 1100 jeunes et femmes pour les travaux IMO et 65 jeunes pour la formation à la conduite polyvalente des engins du bâtiment et du travaux publics. En 2013, cette opération a été renouvelée avec respectivement le recrutement de 12 380 jeunes et de 130 jeunes pour la conduite. En 2014, les prévisions prévoient 12 400 jeunes à recruter et 130 jeunes pour la formation à la conduite. Je dirais que le gouvernement, pour améliorer la situation des populations, notamment des jeunes et des femmes, a mis en place un certain nombre de mesures sociales pour véritablement apporter des réponses aux préoccupations essentielles exprimées par la société civile et par l'ensemble des travailleurs au niveau de leur organisation. En rappel, les différents volets concernaient essentiellement, dans le cadre de ce projet, la revalorisation de la rémunération des travailleurs, la consolidation des filets sociaux en faveur des groupes vulnérables, le renforcement des capacités des fonds nationaux de financement, les mesures particulières sur les prix des produits de grande consommation, les mesures en faveur des universités. Concernant le volet création d'emplois et de revenus confié à mon département, il s'est agi essentiellement de procéder au recrutement de 83 720 jeunes ayant un âge compris entre 18 et 40 ans et des femmes ayant un âge compris entre 18 et 45 ans pour une période allant du 1er octobre au 31 décembre 2013.
Alors, pour ces recrues, chaque bénéficiaire perçoit par mois une allocation de 37 000 francs CFA, et soit environ 111 000 francs sur le trimestre de travail qu'ils ont eu à faire au niveau donc, de ce projet. Il faut rappeler que c'est un projet qui a couvert la totalité des 351 communes du Burkina Faso avec des quotas différents en fonction donc, du volume, en fonction donc, de la taille de la commune et en fonction donc, de sa position, soit que c'est une commune rurale, soit que c'est une commune urbaine, soit que c'est une commune chef-lieu de province ou une commune chef-lieu de région. Alors, au terme donc, de la mise en œuvre donc, de ce projet au 31 décembre, et avec l'évaluation que nous avons réalisée, alors, ce que nous pouvons retenir, c'est que premièrement, le programme a connu véritablement un réel engouement auprès non seulement des deux catégories de population, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, mais auprès de l'ensemble des populations. En effet, sur les 83 720 jeunes à pourvoir dans les 351 communes, il y a environ 273 000 jeunes et femmes qui se sont portés candidats. Ça, c'est ceux qui se sont portés candidats, qui ont pu s'inscrire pour le tirage. Il y a ceux-là qui n'ont pas pu participer au tirage parce que simplement, ils n'avaient pas les pièces requises, ils n'avaient pas les pièces d'identité pour pouvoir s'inscrire comme il se devait au niveau du tirage. C'est-à-dire que si on prend ce monde-là, il y avait à peu près au-dessus de 400 000 qui étaient venus pour s'inscrire, mais il y a seulement 273 712 qui ont effectivement participé au tirage. À Ouagadougou, par exemple, ils étaient 49 226 inscrits pour 2100 jeunes et femmes à recruter. C'est dire vraiment tout l'engouement que cette opération a suscité. Alors, en termes donc de bilan, ce que nous pouvons dire, c'est que sur le plan physique, durant la période, les activités ci-après ont été menées. Alors, il y a eu le curage d'environ 400 km de caniveaux, à savoir des fossés revêtus ou des fossés en terre dans les différentes communes où ces actions ont été conduites. Il y a eu également le traitement des nids de poules sur à peu près un linéaire de 900 km sur le réseau de pistes rurales et sur le réseau des voiries urbaines et du réseau classé de routes nationales. Il y a également le balayage des rues, le débroussaillage manuel des abords des pistes, le ramassage des sachets plastiques, le nettoyage des services publics, le désherbage des digues de barrages, la lutte contre les plantes envahissantes sur les plans d'eau au niveau des barrages, la protection des berges des barrages, le rechargement des digues, la construction de latrines dans le cadre donc, du projet EcoSan, le creusage de fosses septiques et la confection de briques. Sur le plan financier, le ministère des Finances a mobilisé une somme d'environ 10 milliards 454 350 000 francs CFA pour, premièrement, l'acquisition du matériel qui a été entièrement confié aux maires et les acquisitions réalisées sur place à l'échelon local. Les frais donc, de supervision pour environ 92 929 200 francs CFA et les allocations destinées donc, aux acteurs qui ont été recrutés. C'est dire que c'est un montant global de 9 milliards 757 millions 566 000 francs CFA sur une prévision donc de 10 milliards 315 millions 136 200 francs, soit un taux de réalisation de 95% qui a été mis en place pour accompagner donc cette opération. Alors, il faut noter que sur les 5% autres pourcents qui n'ont pas été consommés à ce jour, c'est des sommes qui représentent soit des salaires qui ne sont pas, des rémunérations qui ne sont pas encore versées dans certaines collectivités, soit du matériel qui a été acquis et dont les paiements sont encore en cours au niveau toujours des collectivités locales. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer sur cette première phase du projet? Ce que nous devons dire par rapport donc à cette première phase, c'est que véritablement, ce projet-là a connu un engouement. Véritablement, ce projet a apporté des réponses aux attentes des principaux jeunes et des femmes qui ont été recrutés dans le cadre de cette opération. Ce que nous pouvons également tirer comme enseignement, c'est qu'il faille que nous puissions renforcer davantage l'encadrement au niveau des communes, parce que c'est à ce niveau que nous avons
connu des flottements au début de l'opération et nous sommes en train de travailler à mettre en place une dynamique qui permettra donc de renforcer les capacités par le recrutement de superviseurs pour l'autre phase qui va démarrer d'ici là. Il y a également une concertation permanente à mettre en place entre les acteurs de terrain, notamment les maires, les receveurs communaux, les receveurs régionaux et le ministère de l'économie et des finances pour permettre donc une célérité dans les décaissements et une célérité dans les paiements, quand bien même, je dois l'avouer, ce qui a été fait est déjà assez performant par rapport à ce que nous avons l'habitude donc de voir. À ce jour, je pense que la première phase de l'opération est terminée, mais nous sommes en train de travailler au jour d'aujourd'hui à proroger un peu les premiers contrats de ceux-là qui avaient été recrutés. Pour la simple raison que nous pensons qu'il est nécessaire que nous puissions donc leur permettre d'avoir encore une soupape supplémentaire, ce qui va leur permettre donc d'améliorer les acquis qu'ils ont. Il faut souligner que la plupart de ces jeunes-là ont soit acheté des vélos, notamment au niveau des femmes, pour améliorer donc le transport de leurs marchandises vers les marchés. Il y a également que certains jeunes se sont lancés dans l'embauche des animaux, parce que là, ils ont pu acquérir des animaux qui leur ont permis, avec lesquels donc ils sont en train de travailler à améliorer donc l'État et à faire produire davantage. Il y a également d'autres qui ont engagé de petits commerces, tels que il y en a qui ont acheté des plaques solaires pour la recharge des téléphones, etc., dans les villages. C'est dit que l'opération a permis véritablement de donner encore plus d'opportunités à ces jeunes-là et à ces femmes de s'autonomiser davantage. Et nous pensons que c'est une opération qu'il faut reconduire. À ce titre, je dois dire que la Banque mondiale, en plus donc de ce que nous allons faire par rapport au premier volet que je viens d'exposer, la Banque mondiale vient en soutien au gouvernement avec une enveloppe de près de 25 milliards de francs CFA pour nous permettre donc de recruter une autre vague de jeunes, en plus donc de ces premiers qui bénéficieront donc de la deuxième phase. Et donc, ça fera donc une masse critique assez importante que nous mettrons donc à la disposition donc, de cette jeunesse-là pour leur permettre donc de mieux s'épanouir, de mieux satisfaire à leurs besoins essentiels. En matière d'infrastructure, je dois dire que sur les 3 rubriques du reste, qu'il s'agit véritablement pour nous de travailler à sauvegarder le patrimoine infrastructurel, que ce soit dans le domaine des routes, que ce soit dans le domaine du chemin de fer, que ce soit dans le domaine du transport aérien. C'est dit véritablement que la première mission du ministère, c'est de travailler à sauver ce grand patrimoine, ce riche patrimoine que notre pays a acquis depuis un certain nombre d'années. Il y a également l'amélioration des services de transport. Ce qui suppose, pour atteindre une mobilité plus accrue, il nous faut travailler à améliorer la desserte, non seulement des zones de production, des zones de commercialisation, mais également des centres éducatifs et des centres de soins, y compris évidemment les sites touristiques et les sites historiques. Alors, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment faire en sorte que le Burkina soit régulièrement approvisionné. C'est dit véritablement que là, nous avons un travail de désenclavement externe à mettre en place. Un travail de désenclavement externe du point de vue du transport terrestre, mais du point de vue également du transport aérien et même du transport maritime, parce que quand bien même nous n'avons pas la mer, l'essentiel de nos marchandises en provenance, ou du moins à destination de notre pays, passe d'abord par la mer avant de transiter par les ports de desserte du Burkina pour être convoyés par la route ou par le chemin de fer au niveau donc, de notre pays. C'est dire que c'est essentiellement ça, nos missions en matière donc, d'infrastructure, de désenclavement, et également au niveau de la cartographie, c'est la sauvegarde donc, des investissements qui sont réalisés, mais c'est également l'amélioration donc, de la cartographie. Et nous sommes en train de produire des cartes qui vont nous permettre donc, de renseigner davantage les décideurs, parce que vous savez que la carte constitue un élément, l'information géographique constitue un élément essentiel d'aide à la décision. Alors, en matière donc
au niveau donc des différents projets, quels sont les projets phares, les projets importants de notre programme actuellement? Je dois dire que nous avons 3 grandes actions en matière d'infrastructure, notamment au niveau des routes. Il y a premièrement la sauvegarde du réseau. Tel que je l'ai dit tantôt, notre réseau routier compte 15 272 km. Et nous avons à peu près 46 000 km de pistes que nous avons répertoriées. Alors, véritablement, sur les 15 272 km, l'État fait un effort annuel d'environ 14 milliards de francs CFA, ça varie entre 12 et 14 milliards de francs CFA, pour garantir l'entretien courant de ce réseau et une partie de l'entretien périodique qui est du reste soutenu par le Millennium Challenge Corporation à travers donc son projet d'appui et le plan quinquennal d'entretien périodique qui a été adopté par le gouvernement. Alors, en plus de ça, nous avons, au niveau des pistes rurales, sur les 46 000 km que nous avons répertoriés, nous avons en réalité, au jour d'aujourd'hui, environ 12 000 à 13 000 km qui ont été réellement construits. Alors, il faut donc travailler à sauvegarder ce patrimoine. Et là également, nous intervenons annuellement à travers les directions régionales qui sont dans les 13 régions du Burkina Faso pour garantir la praticabilité de ces routes en toute saison. Alors, en dehors de ce premier volet d'entretien, il y a ce que nous appelons les entretiens périodiques. C'est des entretiens qui reviennent une fois tous les 5 ou 7 ans, lorsque nous nous rendons compte que la couche de roulement, à la suite donc des différentes interventions d'entretien courant, est pratiquement laminée, nous sommes obligés de revenir pour reconstituer cette couche de roulement et permettre à la route encore d'être opérationnelle pendant encore 5 à 7 ans. Alors, en dehors de ça, nous avons les travaux de réhabilitation qui sont des travaux pratiquement de reconstruction des routes parce que là, nous reprenons totalement l'ensemble des couches de la chaussée et nous remettons tout ça en forme pour que la route tienne encore un certain nombre d'années pour permettre donc d'être beaucoup plus carrossable à tout moment. Alors, nous avons également, après donc, les entretiens, ce que nous appelons le développement du réseau. Le développement du réseau constitue un des axes principaux de notre pays. Comme vous le savez, sur les 15 272 km de réseau classé, nous avons à peu près 25%, un peu moins de 4 000 km qui sont réellement bitumés. C'est dire que véritablement, nous avons un travail à faire pour améliorer de manière progressive le niveau de service de ce réseau, parce que vous savez que lorsque la route est bitumée, elle assure un meilleur service qu'une route qui est en terre, parce qu'il y a moins de désagréments dessus, il y a moins de besoins d'entretien dessus, les coûts et les charges de maintenance de ces routes-là sont beaucoup plus allégés par rapport donc aux routes non bitumées. Alors, à ce niveau, chaque année, nous essayons de faire un effort, tant du point de vue de l'amélioration donc des routes sur les corridors de desserte du Burkina. Les corridors, c'est toutes les routes qui nous mènent vers les pays qui ont des ports d'attache où le Burkina Faso convoie ses marchandises à direction donc des capitales de notre pays et des autres villes du pays. Ce que nous allons faire cette année, c'est d'abord travailler à achever les chantiers que nous avons engagés en 2013. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de travaux de bitumage. Il s'agit du tronçon de route, la route départementale Zignaré-Zitenga. Il s'agit de la route Nyoko 1-Saba qui sont en travaux. Il s'agit des voies parallèles à Babangida qui sont également en travaux. Il s'agit également de grandes routes telles que la route d'Edougou, Nouna, Djibasso, frontière du Mali, qui est en bitumage sur financement donc du MCC et que nous devons travailler à réceptionner avant donc juillet 2014, date de la fin du compact du Burkina. Nous avons également la route Sabou-Koudougou-Didi et nous avons des voiries que nous allons réaliser d'ici là parce que nous allons fêter le 11 décembre à Didougou. Et à ce jour, nous sommes déjà préparés. Nous avons lancé les appels d'offres. Nous avons commencé les dépouillements. Nous allons attribuer d'ici là les marchés et nous démarrons de nouveaux travaux au niveau donc de Dédougou pour les festivités du 11 décembre. En dehors de ça, il y a d'autres chantiers qui sont toujours en cours. Il y a par exemple Sabou Koudougou Didi, financé également par le MCC. Mais il y a également Banfora Sendou qui sont en travaux et je pense que d'ici juin, nous devons pouvoir réceptionner ces routes-là.
En plus de ça, nous avons le renforcement des travaux en cours sur la route Sakoinse-Boromo. Nous avons également des travaux qui sont en cours sur Waïguya-Tiou, frontière donc du Mali. Et nous allons bientôt lancer de nouveaux travaux, notamment Pela-Bitou, frontière du Togo, et puis éventuellement d'autres travaux de bitumage de voirie à Ouagadougou, mais également à Bobo-Dioulasso. Alors, l'ensemble donc de ces travaux suppose des études. Donc chaque année, ce que nous faisons également, nous prévoyons un certain nombre d'études. Cette année, nous avons prévu la réalisation des études pour le bitumage donc, de 5 km de voirie dans chacun des chefs-lieux de province du Burkina Faso, parce que nous estimons que chaque fois qu'une rue est bitumée, surtout lorsqu'elle bénéficie d'un éclairage public, tout de suite, elle permet d'engendrer des activités nouvelles qui permettent aux populations bénéficiaires donc, d'améliorer donc, leur niveau de vie. Donc nous avons mis en chantier ce projet, et étant entendu que c'est des actions qui devraient concourir à améliorer le niveau de vie des populations. Nous avons également le démarrage d'un certain nombre d'études fondamentales qui sont, par exemple, de projets fondamentaux tels que le projet prioritaire, je veux dire, tel que l'étude détaillée du projet de construction de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, le démarrage des études d'entretien périodique de routes bitumées et de routes en terre. Mais nous avons des grands chantiers en termes d'études. C'est le démarrage des études donc, de la route qui va de Puitenga, Boulsa, Kaya, Kongoussi, Segenega, Waïguya. Et nous avons également Dandé, Ndorola, Temetemeso, jusqu'à la frontière avec le Mali. Mais également, nous avons Wessa Léo Po, Tiebele, Ziou, Zabré, qui sont des études que nous allons démarrer en 2014 pour justement nous permettre d'avoir de la matière à soumettre aux bailleurs de fonds dans le cadre de la mobilisation donc, des ressources. Nous avons également la réhabilitation du chemin de fer qui ira donc d'Abidjan à Kaya et la construction d'une nouvelle ligne qui va démarrer évidemment de Kaya jusqu'à Tambao. Et enfin, dans le domaine du transport aérien, nous avons le démarrage des travaux des voies d'accès à l'aéroport donc, de Doncin qui vont être lancés d'ici là parce que les processus d'acquisition sont pratiquement bouclés. En matière de transport routier, il s'agira en 2014 du démarrage effectif de l'opération de sécurisation des titres de transport et de réimmatriculation du parc des véhicules. Il s'agira également du parachèvement donc, des textes qui devant régir les conditions d'accès à la profession donc, de transporteur routier, l'ancrage du secteur des transports dans la dynamique de la décentralisation qui sera donc mise en chantier et une meilleure connaissance des acteurs professionnels par la création et la tenue régulière d'un fichier et d'un registre de transporteurs et de loueurs donc, de véhicules. En plus de ça, nous allons achever la mise en place donc, d'un plan général de contrôle routier pour réduire de manière assez significative les contrôles intempestifs que nous avons actuellement sur le réseau routier national. Au niveau donc du domaine ferroviaire, il y a le démarrage de la première phase du programme d'investissement ferroviaire dont l'objectif est la réhabilitation des infrastructures, comme je le disais tantôt. Dans le domaine portuaire, c'est essentiellement des actions qui sont programmées en 2014 visent à améliorer l'offre de services et de permettre une bonne maîtrise de la structure des coûts de transport par les chargeurs burkinabés. Comme vous le savez, les coûts de transport constituent un des facteurs aggravants des prix aux consommateurs. Donc, si on travaille à maîtriser les coûts, c'est véritablement un gain pour l'ensemble donc, des populations. En matière de transport aérien, nous allons travailler à accroître donc, la compétitivité des aéroports du Burkina, notamment la plateforme aéroportuaire de Ouagadougou et la plateforme de Bobo. Au jour d'aujourd'hui, vous savez que nous avons plus d'une quinzaine de compagnies qui desservent la plateforme aéroportuaire de Ouagadougou. Et au niveau de Bobo, nous avons actuellement 2 compagnies régulières, c'est Air Burkina et c'est Colombe Airlines. Et notre ambition, c'est de permettre donc que la fréquence donc, de desserte de cette plateforme aéroportuaire
puisse être accrue de manière à permettre donc une meilleure mobilité des personnes, mais aussi des biens de la capitale vers justement la capitale économique de notre pays. Alors, en matière d'information géographique, ça sera donc la finalisation et la remise officielle de la cartographie au 200 millième et la poursuite de la cartographie au 50 millième, pour lequel nous avons bénéficié des appuis de l'Union européenne et donc du Japon. Alors, ça sera également la densification donc, des bornes géodésiques sur l'ensemble du territoire. C'est un projet qui est pratiquement en marche actuellement. Pour permettre donc le démarrage effectif de l'ouvrage central, qui sera financé par des partenaires extérieurs, nous avons entrepris au niveau du gouvernement de travailler à impliquer le budget de l'État pour réaliser ce qu'on a appelé la voie de contournement et les voies de déviation. Vous vous souviendrez que lorsque vous prenez ce tronçon-là aux heures de pointe, il est véritablement difficile entre Tampuy et le centre-ville d'y arriver en moins d'une heure de temps. C'est dit véritablement qu'il y a un engorgement tel que nous ne pouvons pas fermer cet ouvrage-là, c'est-à-dire le pont actuel de Bascuy, pour faire des travaux, tant que nous n'aurons pas trouvé des voies alternatives pour permettre donc la circulation des usagers. C'est ce qui a justifié donc que dans le projet, nous ayons mis en place un schéma, lequel schéma doit nous permettre véritablement de mettre un ouvrage intermédiaire qui permettrait à tous ceux qui quittent Tampuy de traverser le côté sud de la ville pour rejoindre donc l'hippodrome et puis le centre-ville par la suite. Et tous ceux qui descendent du centre-ville, à partir donc de la cité Anne-III, ils auront des déviations qui vont les amener jusqu'à Pôle 6, ce qui permet à ce moment-là pour nous de fermer entièrement la nationale 2, la route de Waïguya, pour permettre donc l'implantation de l'ouvrage qui sera implanté pratiquement dans le lit du barrage à ce niveau-là. Donc, c'est un projet qui est en cours. Les marchés de la voie de contournement et les marchés de déviation, les contrats sont approuvés. Nous allons lancer incessamment les travaux. L'ambition que le gouvernement a eue au lancement de ce projet, c'était effectivement de coupler les travaux IBO, non seulement à une formation en alphabétisation, mais également à une formation au métier. Bon, comme vous le savez, nous avons démarré le projet au pas de course et finalement, nous n'avons pas pu coordonner nos actions pour permettre donc la mise en place des dispositifs nécessaires à la mise en œuvre donc de ces deux volets, le volet alphabétisation et le volet formation. C'est vrai, pour le volet alphabétisation, il y a eu un effort qui a été fait par le ministère donc, de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui a permis de rattraper un tant soit peu une partie de ce qui devait être mis en œuvre comme action dans le domaine de la formation. Mais pour ce qui concerne la formation au métier, nous n'étions pas arrivés véritablement sur les 3 mois à asseoir quelque chose qui puisse véritablement être opérationnel au profit donc des bénéficiaires donc de ces activités. Alors, la deuxième phase justement que nous sommes en train de préparer prend en compte cette dimension. Ces deux dimensions. Non seulement la dimension alphabétisation sera renforcée, mais la dimension formation au métier sera également renforcée, parce que ce que nous souhaitons, c'est qu'à la fin des 6 mois, de passage dans le cadre donc de ce projet, que ceux-là qui en seront issus puissent se prendre en charge. C'est du reste ce qui justifie que nous prorogeons la période de 3 mois à 6 mois, parce que nous ne sommes pas arrivés effectivement dans le temps à prendre en charge, à faire mettre en place donc, ce dispositif qui nécessite des compétences, qui nécessite un peu plus de professionnalisme de la part donc, des agents d'encadrement pour accompagner donc, les acteurs sur le terrain. Ce projet est également en marche. Nous avons donc lancé les études de l'autoroute en 2011. Nous avons lancé les études de l'autoroute en 2011. Nous avons cherché des ressources donc, auprès non seulement du budget de l'État
pour effectivement le financement de ces études, mais nous avons également approché des bailleurs et c'est l'UEMOA qui a accepté donc de nous accompagner. C'est un projet pour lequel l'étude d'avant-projet sommaire est achevée. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur l'étude économique et l'étude environnementale. Et vous verrez que si vous avez le temps d'échanger avec les maires des localités traversées par ce projet, ils vous diront effectivement qu'il y a des enquêtes qui ont été réalisées et nous sommes actuellement en train de finaliser l'étude environnementale qui va nous permettre par la suite donc d'aboutir au projet détaillé qui permettrait donc de sortir le dossier d'appel d'offres et d'engager éventuellement la recherche de financement pour le démarrage des travaux. Alors, ce que je puis dire par rapport à ce projet, c'est que c'est un projet que nous avons voulu isoler par rapport à la nationale. C'est-à-dire qu'au moment où nous préparions ce projet, nous avons été amenés à conduire des réflexions. Faut-il faire comme dans certains pays, un dédoublement simple de la route nationale pour transformer ça en autoroute, ou alors faut-il définir un nouveau tracé qui permettrait véritablement donc d'avoir une autoroute fermée, sécurisée et qui pourrait être une autoroute à péage. Alors, comme nous sommes en train d'aller sur une dynamique de partenariat public-privé pour la réalisation donc de ce projet, nous nous sommes dit qu'il serait plus important pour nous et plus intéressant pour nous que ce projet-là soit sur un nouveau tracé qui serait différent donc de la nationale. Du reste, quand nous avons fait les analyses au premier moment, nous nous sommes rendus compte que si nous devrions dédoubler la nationale actuelle, nous allions dépenser peut-être 2 fois plus pour la réalisation de cette autoroute, parce qu'il aurait fallu que nous dédommagions tout le monde sur les abords de la nationale, parce que les emprises actuelles de nos routes nationales, c'est 30 mètres de part et d'autre, donc en gros 70 mètres d'emprise générale, mais l'autoroute nous demande à peu près 200 à 300 mètres d'emprise. C'est dire que si nous devons prendre en compte donc la nationale et faire un dédoublement de part et d'autre de la nationale, toutes les habitations que nous allions croiser allaient être démolies et évidemment, avec tout ce que cela suppose en termes de coûts, en termes de désagréments au plan social, au plan environnemental. C'est ce qui a justifié que nous choisissions donc comme schéma un nouveau tracé qui permet d'épargner les populations donc, de ces affres-là et de conduire de manière très sereine le projet jusqu'à Bobo-Dioulasso et de Bobo-Dioulasso jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Nous avons découpé ce projet qui est un projet multinational Côte d'Ivoire, Burkina Faso en 2 sections pour ce qui concerne le Burkina. La première section ira de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso et la deuxième section de Bobo-Dioulasso jusqu'à Ouangolodougou à la frontière avec donc, la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur les études techniques et l'étude environnementale. Et je pense que d'ici là, nous aurons donc ces études. Et dès que nous avons ces études, nous allons tout de suite engager la recherche de financement parce que nous avons des partenaires à ce stade-là qui sont intéressés et qui sont en négociation avec le gouvernement pour nous apporter donc des appuis dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation de ce projet. C'est un projet qui se porte assez bien, un projet qui est très bien conduit, un projet qui avance normalement. À ce jour, le plus difficile est derrière nous. Le plus difficile, c'est quoi? C'est la mobilisation des ressources. Le Burkina avait besoin d'environ 300 milliards de francs CFA pour réaliser la première phase de ce projet-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous remercions Dieu parce que les ressources nécessaires à cette phase-là ont été entièrement mobilisées auprès de la communauté des bailleurs de fonds qui nous accompagnent au niveau donc, du Burkina Faso dans le secteur des transports. Les premières actions vont démarrer bientôt avec la construction donc, des voies d'accès au nouvel aéroport donc, de Doncin. Alors, sur le terrain, il y a des travaux qui sont réalisés. Il y a par exemple le déplacement des populations et leur relocation, puisque le projet a mis en place une dynamique qui permet donc de reloger l'ensemble donc, de ceux-là dont les zones devaient être touchées par le projet. Et donc, à ce niveau, je pense que les choses sont en train d'avancer. Alors, la première phase va consister effectivement à la réalisation donc, des voies d'accès, de la chaussée aéronautique et d'un certain nombre d'infrastructures fondamentaux qui vont permettre donc, à la société d'économie mixte
qui va donc reprendre en main le suivi donc, des bâtiments spécialisés dans leur construction, que cette société-là, effectivement, après sa mise en place, puisse accompagner le gouvernement donc, dans le suivi donc, de la mise en œuvre des autres phases donc, du projet. Donc c'est pour dire que c'est un projet qui est véritablement en marche et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'inquiétude. Un texte comme le Code minier, en réalité, vise un ensemble d'objectifs qu'il faille essayer d'atteindre au terme du vote de la loi. Si nous avons un code minier qui ne permet pas aux investisseurs de venir au Burkina, qui ne permet pas au Burkina Faso de développer les secteurs miniers, je pense qu'on n'aura pas atteint les objectifs. Et comme tout projet de loi, il y a un processus de discussion, de prise en compte des différents intérêts, de l'équilibre global qu'il y a entre les différents acteurs concernés. Et je pense que c'est à ce niveau que les discussions continuent et par rapport à ce que chaque partie devra espérer justement de ce nouveau code minier. Vous vous êtes rendu compte que le Burkina Faso est en passe de devenir un pays minier. Nous avons beaucoup de mines dans notre pays aujourd'hui qui sont en valeur. Mais vous savez que lorsqu'on regarde notre pays dans la sous-région, je ne suis pas sûr qu'en termes de potentialité minière, nous sommes les premiers. Peut-être que nous sommes les derniers. Autour de nous, si vous prenez peut-être que ce soit le Mali, la Guinée, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, ce sont des pays qui ont des potentiels énormes en matière d'or, en matière de pétrole, certains l'ont prouvé, etc. Mais ce qui fait que le Burkina Faso est arrivé à faire du secteur minier un secteur qui apporte une contribution à l'économie, c'est toute la méthodologie de gouvernance entre les actions du département et des mines, entre la loi qui est votée, qui permet une certaine attractivité à des partenaires pour pouvoir venir. Il y a des pays en Afrique de l'Ouest que l'on qualifie de scandale géologique tellement le sous-sol regorge de ressources minières, mais qui n'arrivent pas à les développer. Donc, il ne s'agit pas simplement d'avoir un potentiel sous-sol, mais il s'agit, à travers une gouvernance, d'arriver à atteindre des objectifs, développer les mines pour accroître les ressources de l'État, pour le développement des communautés, le développement tout court du Burkina Faso. Et pour cela, une loi, ça se discute avec ceux qui sont concernés et pour pouvoir atteindre les cibles. Je pense que c'est ce processus qui est en finalisation, tout simplement. Le gouvernement, le 11 septembre 2013, avait adopté une série de mesures, mesures qui visaient justement à renforcer les filets sociaux en direction des personnes vulnérables, à renforcer ou améliorer les conditions de vie des étudiants, à travailler justement à la baisse des coûts des produits de grande consommation, mais aussi à créer des emplois, soit à travers le ministre des Infrastructures, et vous l'a dit tout de suite, à travers justement des démarches de haute intensité de main-d'œuvre à recruter et beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ne sont pas diplômés mais peuvent avoir une capacité de s'investir à ce niveau, mais aussi augmenter la capacité de financement des fonds en matière de création d'emplois et aussi, et vous l'avez suivi, la revalorisation des salaires et des travailleurs tant du privé comme du public. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé justement
à rabaisser le taux de l'UITS, à revaloriser le système indemnitaire. C'était le 11 septembre 2013. Et cette batterie de mesures avait coûté au budget national 64 milliards de francs CFA. Et je pense qu'il est important de faire le point. C'est en cela que le gouvernement, avec l'ensemble des bénéficiaires et des acteurs impliqués justement dans la réalisation de ces mesures sociales, et se retrouve demain à Ouaga 2000 sous la présidence de son Excellence le Premier ministre pour mesurer l'impact de ces mesures sociales qui ont coûté 64 milliards de francs CFA à notre budget, son impact en matière de création d'emplois, son impact en matière d'amélioration des conditions de vie des étudiants. Les brigades vertes, donc les femmes qui nettoient les différentes communes de notre pays ou les grandes agglomérations, avaient vu leur salaire totalement révalorisé. Et donc, il y a une série de mesures et nous voulons ensemble évaluer. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres, nous avons des coûts et nous savons sur un fonctionnaire de telle catégorie, quel a été l'impact en termes de révalorisation du salaire et sur un fonctionnaire de catégorie B, C ou A, nous avons les situations. Mais nous voulons qu'au-delà justement des travailleurs salariés, et les jeunes qui ont bénéficié, les femmes qui ont bénéficié, les étudiants qui ont bénéficié, les travailleurs qui ont bénéficié, qui puissent nous dire les faiblesses pour que nous puissions apprécier en vue, naturellement, de corriger les politiques publiques à mener en matière de mesures d'accompagnement et du corps social. Nous remercions les membres du gouvernement qui ont bien voulu animer ce point de presse du jour qui s'achève. Il s'agit de M. Jean-Bertin Ouédraogo, ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, de M. Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Merci à vous, chers journalistes, pour votre constante disponibilité. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois pour l'hebdomadaire point de presse du gouvernement. Bonne suite de programme.